Emma Aziza est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes hydrologue, fondatrice et présidente de Mayan. C'est un centre de recherche sur l'adaptation face au changement climatique. Très franchement, le sommet qu'on évoquait à l'instant demain à Vienne, il paraît dérisoire quand on voit ces images apocalyptiques des États-Unis notamment, non? Effectivement, je pense qu'on est vraiment dans un problème de rythme. C'est-à-dire que les choses vont tellement vite qu'en fin de compte, on a tellement besoin de temps, nous, pour nous adapter, parce qu'on a un mode de vie qui est totalement sédentaire. Donc en fait, on n'est absolument pas prêt. Déjà, il faut le temps de cette prise de conscience, ensuite le temps de l'action sur les territoires. Ça demande beaucoup de temps pour transformer les territoires et les adapter. Et en fait, là, on se rend compte qu'on est complètement dépassé avec ce qu'il se passe, que ce soit au niveau de l'actualité en France ou partout à travers le monde. Oui. On vit des records historiques qu'on dépasse chaque mois, chaque semaine, et ça fait 4 ans que ça dure. Il y a quand même un paradoxe, c'est qu'on sentait qu'il y avait une prise de conscience ces dernières années. En même temps, on a le sentiment que le mouvement climato-sceptique n'a jamais été aussi fort, à commencer par le président des États-Unis, même s'il nous annonce que le réchauffement va se refroidir, selon ses propres mots. Comment faire pour que le message passe, au fond ? Alors, je pense que je ne suis pas sûre qu'on ait très bien communiqué sur la question climatique durant ces 20 dernières années, parce qu'on s'est intéressé principalement qu'à la question de l'atténuation des gaz à effet de serre. C'est une vraie question, puisque c'est le vrai problème, le gaz à effet de serre. Ce qui se passe, c'est que ça ne nous concerne pas directement. On ne sait pas vraiment toujours comment agir, on ne sait même pas vraiment comment faire notre propre bilan carbone et comment décarboner au quotidien. C'est quand même très complexe. Et puis surtout, on nous a donné des chiffres qui sont difficilement compréhensibles. Alors, c'est des chiffres qui scientifiquement se comprennent. Maintenant, il faut aussi aller parler à ce grand public pour accroître ce niveau de connaissance et dire qu'effectivement, on a des scénarios d'1,5 degré, de 3 degrés, ça parle à personne. C'est quoi alors l'autre pendant parce qu'on a 3 semaines à moins 40 degrés au Canada et puis on a plus 46 degrés en France l'année dernière. Donc 3 degrés, 1,5 degré, ça semble pas énorme. Alors au-delà du CO2, c'est quoi vous vouliez venir vers... Au-delà du CO2, il va falloir vraiment parler des vraies problématiques qui se posent aujourd'hui, c'est-à-dire ces inondations, ces ouragans, ces sécheresses à répétition, ces risques de canicule auxquels on n'est absolument pas adapté. Et cette adaptation, en fait, ça a été un peu le parent pauvre dans les politiques internationales du climat. Et donc, il faut aujourd'hui qu'on se pose la question parce que tous les gaz qui ont été émis depuis ces 30 dernières années sont déjà en train de réchauffer l'atmosphère. Donc, bien sûr, il faut continuer sur cette question de l'atténuation parce qu'il ne faut pas empirer le scénario d'après. Ouais. Mais le scénario d'aujourd'hui, il est déjà joué. Et c'est maintenant qu'il faut essayer d'œuvrer pour essayer de protéger ces populations parce que les choses sont en train de s'empirer. Et puis, vous savez, un territoire, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, avec des effets dominos. Et bien souvent, la science est en mode de silo. Donc, chacun étudie dans son domaine et les interactions sont quand même encore très limitées aujourd'hui. Vous étudiez l'eau notamment, mais alors 4 à 7% de moins de CO2 en 2020, grâce, si l'on peut dire, au confinement. Qu'est-ce que ça a apporté comme enseignement, selon vous, ça? C'est-à-dire que c'est possible de ralentir sans aller jusqu'au confinement? C'est possible de ralentir, effectivement. On s'est retrouvés complètement tous cloisonnés. C'est complexe au niveau économique. En tous les cas, c'est possible aujourd'hui de prendre des décisions drastiques pour la survie de la population. On l'a vu avec cette crise Covid. Donc demain, le prochain risque, c'est celui du climat, très clairement. C'est celui de la question de l'eau à travers le monde, parce qu'on navigue entre le trop ou le trop peu. Et le problème, c'est que les 2 tiers de la population, d'ici 5 ans, seront, au niveau mondial, seront en stress hydrique. Oui. Et ce stress hydrique, ça signifie qu'on consomme plus d'eau qu'on en a en réserve. Et donc, quand on voit à quel point cette logique est à l'échelle mondiale une vraie problématique, alors ça ne se sent pas trop dans les pays riches, tout simplement parce que quand on est en manque d'alimentation, on va la chercher ailleurs, donc on importe, oui. Donc on n'a pas vraiment le sentiment de manquer. Quand on a ce qu'on a cette année avec les céréaliers qui ont jusqu'à moins 50% de production agricole. Donc ça, c'est pas visible pour nous, à notre échelle. Et puis ces agriculteurs sont quand même plutôt alimentés financièrement face à ces pertes. Donc en fait, ils ne le ressentent pas trop. Ce qui est ressenti, c'est plutôt à l'échelle mondiale. Et c'est des questions que la plupart des pays n'ont pas justement ce luxe de pouvoir avoir cette compensation. Et donc il va falloir réfléchir parce que 2 à 3 milliards de personnes en plus dans les 20 prochaines années, il va falloir les nourrir. Et pour les nourrir, on a besoin d'eau. Ouais, on parle d'ailleurs déjà d'or bleu. Mais effectivement, merci beaucoup. Merci beaucoup Emma Aziza d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.